Cette vidéo est sponsorisée par Judas Iscariote, l'homme qui a prouvé qu'une simple transaction pouvait régler un problème théologique et lancer une franchise de culpabilité pour les 2000 ans à venir. La scène a tout d'une parabole biblique, version 2.0, tournée en 4K et diffusée en direct sur tous les réseaux sociaux de la planète. Imaginez le tableau. Un jeune prophète du conservatisme américain, Charlie Kirk, idole des campus et golden boy de la droite trumpiste, s'effondre sur scène en plein discours, une fleur de sang s'épanouissant sur sa chemise blanche. Un seul tir, précis, chirurgical. La fin d'un règne et le début d'une mythologie sordide. Si le sang vous interpelle, n'oubliez pas de me soutenir sur Patreon. Car derrière le spectacle macabre de l'assassinat de Charlie Kirk se cache une histoire bien plus fascinante. Celle d'un pantin qui a tenté sur le tard de couper ses propres ficelles. Une histoire de pouvoir, d'argent et d'une allégeance étrangère si puissante qu'elle inspire, selon ses proches, une terreur existentielle. Pendant des années, Charlie Kirk fut le lance-flamme docile de la cause sioniste aux États-Unis. Lancé à 18 ans avec son organisation Turning Point USA, il a été nourri, abreuvé et gavé de financement par des donateurs néo-conservateurs. En retour, il livrait la marchandise, un torrent ininterrompu de diatribes anti-palestiniennes, des voyages de propagande en Israël et une discipline de fer pour écarter toute voix dissidente au sein de ses propres rangs. Kirk était l'employé du mois, chaque mois, pour l'État autoproclamé juif, le goy parfait. Mais voilà, même les machines les mieux huilées peuvent se gripper. La guerre génocidaire menée à Gaza a provoqué une onde de choc inattendue au sein de la base républicaine, surtout chez les jeunes. Seuls 24% d'entre eux sympathisent encore avec Israël. Un chiffre désastreux. Et Kirk, en bon animal politique, a senti le vent tourner. Il a commencé à nuancer. Oh, il continuait de servir la soupe habituelle sur les bébés décapités et la famine inexistante à Gaza, mais il se permettait des écarts. Il se demandait à voix haute si Jeffrey Epstein n'était pas un agent du Mossad, si le gouvernement israélien n'avait pas par hasard laissé faire le 7 octobre pour servir ses propres fins. Des questions. Juste des questions. Mais dans ce milieu, les questions sont des blasphèmes. Le point de rupture fut son grand raout de l'été, le Student Action Summit. Ce qui devait être une messe conservatrice s'est transformé en un véritable tribunal populaire contre l'influence israélienne. Des figures comme Tucker Carlson ou Megyn Kelly y ont dénoncé le bain de sang à Gaza et se sont ouvertement moqués des milliardaires sionistes comme Bill Ackman. C'était l'hérésie en prime time. Et la réaction ne s'est pas fait attendre. Le téléphone de Kirk a explosé. Un déluge de fureur numérique, des appels et des textos de ses anciens mécènes, des leaders, des stakeholders, comme il les appellera lui-même plus tard. Selon un ami proche, la source principale de cet article, ces gens le traitaient avec un mépris absolu, lui ordonnant de rentrer dans le rang. Et Kirk, le grand tribun, le lion de la droite, était terrifié. Il avait peur d'eux. Cette peur, selon la même source, gangrénait jusqu'au sommet de l'administration Trump. Kirk aurait personnellement averti Trump de ne pas bombarder l'Iran pour faire plaisir à Israël, ce qui lui aurait valu une réponse cinglante du président. L'incident aurait confirmé dans son esprit que la Maison-Blanche n'était plus qu'une succursale, dirigée d'une main de fer par un tyran qu'il en était venu à détester, Benjamin Netanyahou. Netanyahou lui aurait même fait une offre, quelques mois avant sa mort, une nouvelle perfusion massive de cash sioniste dans les caisses de son organisation. Un nouveau collier en or, plus serré cette fois. Kirk a refusé. Il commençait à comprendre que l'argent n'était pas un cadeau, mais une laisse. Et pour pimenter cette atmosphère de paranoïa, ajoutons une touche d'espionnide digne d'un vaudeville de la guerre froide. La source révèle que les services secrets auraient découvert à 2 reprises du matériel d'écoute israélien sur leur véhicule d'intervention près de la Maison-Blanche. Rappelons que Boris Johnson avait raconté une anecdote similaire après que Netanyahou ait utilisé ses toilettes personnelles. Décidément, une obsession pour les écoutes et la plomberie. Puis vient le 10 septembre, Utah, la balle, le chaos, et la naissance de la théorie la plus évidente, la plus virale. L'affaire est sioniste. Aucune preuve, bien sûr. Mais la simple existence de cette rumeur, likée par des centaines de milliers de personnes, a forcé Netanyahou lui-même à monter au créneau. Imaginez la scène. Le Premier ministre d'un pays en guerre sur 7 fronts qui prend le temps de passer sur Newsmax pour dire, les yeux dans les yeux, « Non, non, ce n'est pas nous qui avons assassiné Charlie Kirk ». Une dénégation si prompte qu'elle en devient presque une confession.
Pendant que l'enquête officielle piétine et qu'on nous sort un jeune de 22 ans comme coupable idéal, la guerre de succession a déjà commencé. Et le fossoyeur zélé n'est autre que Ben Shapiro, le gardien du dogme sioniste au sein de la droite américaine. 4 jours avant l'assassinat, sur Fox News, Shapiro lançait une charge à peine voilée contre Kirk. Le problème avec une grande tente, c'est qu'on finit avec beaucoup de clowns à l'intérieur. Il critiquait ceux qui osaient remettre en question le soutien inconditionnel à Israël. 24 heures après la mort de Kirk, Shapiro a lancé sa propre tournée des campus. Avec cette phrase glaçante, presque shakespearienne, « Nous allons ramasser ce micro ensanglanté là où Charlie l'a laissé ». La place était chaude. Le trône n'est jamais resté vacant bien longtemps. Charlie Kirk, le martyr improbable, a appris la leçon la plus vieille du monde. Quand on dîne avec le diable, il ne faut jamais tenter de renégocier le contrat, surtout quand c'est lui qui paie l'addition. Si cette autopsie publique vous a plu et que vous souhaitez accéder aux détails les plus croustillants de nos dissections, rejoignez le Cercle des Initiés sur Patreon. Vous y trouverez les notes de la morgue, le script complet et toutes les sources, et surtout le droit de vote pour désigner les prochaines victimes à passer sur notre table d'analyse. Pendant ce temps, un petit clic sur le pouce levé est un moyen peu coûteux de signaler aux algorithmes que la pensée critique n'est pas encore tout à fait morte. Ou, du moins, qu'elle bouge encore.